50 000 emplois. 50 000 emplois ouverts aujourd'hui dans le numérique qui ne trouvent pas preneur. Les entreprises n'arrivent pas à recruter. 90% des emplois aujourd'hui ont une composante numérique selon la Commission européenne. Le numérique, savoir parler cette langue, n'est plus une option, c'est une obligation. Pourtant, aujourd'hui, 40% des Français disent avoir du mal à faire des démarches en ligne. Il y a donc urgence à former les Français, quels qu'ils soient, aux compétences numériques. Je m'appelle Céline Boisson et je suis directrice des ateliers numériques chez Google, le programme de formation qu'on a lancé depuis 6 ans, en partenariat avec les universités, les chambres de commerce, les associations professionnelles et de nombreux experts, tels que Jérôme aujourd'hui, qui est là pour vous parler des compétences à avoir dans un monde digital. Oui, merci Céline. On m'entend? Oui. Bonjour, je m'appelle Jérôme Waro, je suis coach en soft skills. Donc j'ai également publié un ouvrage chez Duno, le Réflexe Soft Skills, et j'accompagne les personnes à développer ces compétences qui sont indispensables, que l'on travaille dans le digital ou pas. Et je travaille également dans le domaine de l'apprentissage. Donc j'ai créé plusieurs organismes de formation, on organise des événements, etc. Comme par exemple le 11 août, on va faire venir un intervenant international à Paris pour présenter ce qu'est le mind mapping et la lecture rapide. C'est lui qui l'a inventé d'ailleurs. Et voilà ce que je fais. Et par rapport à mon activité, en effet, je me suis rendu compte que ces compétences, on ne vous a pas forcément formé à ça. On dit, OK, c'est quoi les soft skills? Mais en fait, vous les avez toutes, ces soft skills. Vous allez les utiliser tous les jours. Ça va être comme par exemple la concentration, l'organisation, la motivation, et que ces compétences sont indispensables, quel que soit votre métier. Et comme vous l'avez entendu, ce sont des compétences, c'est-à-dire qu'on peut vraiment les développer. Et mon métier consiste à accompagner les personnes à ça, que ce soit notamment dans le digital. Et c'est pour ça qu'on collabore ensemble, justement. Et ce qui est génial avec le digital, donc ça apporte des changements. Et changements, bon, c'est un mot qui peut faire peur, mais derrière se cache un mot-clé que je trouve fantastique, qui est opportunité. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette conférence. Parce que oui, le digital crée des opportunités et quelque part, va impacter le marché de l'emploi notamment. Tout à fait. C'est vrai que ça fait peur. On entend beaucoup de mots, l'intelligence artificielle, l'automatisation des emplois, le numérique qui fait que beaucoup de nouveaux emplois apparaissent. 50 nouveaux métiers ont apparu ces 2 dernières années dans le numérique. Data scientist, UX designer, des métiers qui sont souvent en anglais et qu'on ne comprend pas toujours. Mais comme le dit Jérôme, ça génère beaucoup de nouvelles opportunités, mais surtout ça génère de savoir s'adapter et c'est vraiment de ça qu'on voudrait parler aujourd'hui, des compétences qui sont nécessaires pour s'adapter à ce nouveau monde, au-delà des compétences techniques pour savoir faire un métier. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, ce sont ces nouvelles compétences qui sont importantes. Oui, on s'en rend compte notamment par des retours terrain concrets, parce que dans le cadre justement des Google Ateliers numériques, dans lequel je suis intervenant, on va rencontrer justement des étudiants qu'on va accompagner par le biais donc, de 4 jours de formation, c'est ça? Tout à fait. En fait, on met en place des formations donc, partout en France. On a été dans 100 villes l'année dernière. Donc typiquement dans les universités, c'est des formations de 4 jours qui sont certifiantes. On travaille ensemble, il y a 2 jours sur le marketing numérique, 1 jour sur l'entrepreneuriat et 1 jour sur la recherche d'emploi. Utiliser le numérique pour sa recherche d'emploi, dans les chambres de commerce pour les professionnels. Et très récemment, on a ouvert un lieu physique à Rennes, en plein centre-ville de Rennes, qui est gratuit, ouvert à tous. Et l'idée, c'est justement de se dire, les besoins, ils sont là, les questions, on nous les pose tous les jours sur le terrain et on souhaite accompagner un maximum de personnes pour leur faire prendre conscience qu'il y a un enjeu et surtout qu'aujourd'hui, c'est facile, en tout cas, c'est accessible de se former à toutes ces nouvelles compétences. Et par exemple, dans la salle, qui a un métier 100% web? Je serais assez curieux. OK, maintenant descendez la main. Et ceux qui utilisent le web dans votre métier, mais que ce n'est pas votre cœur de métier en fait. Voilà, c'est ça qui est assez génial avec le digital. C'est justement, j'étais à Lyon et ensuite à Reims pour faire des conférences là-dedans et j'ai pu échanger avec des personnes qui étaient en recherche d'emploi, des personnes qui créent leur entreprise, des étudiants en biologie, médecine, psychologie, business, etc. Et en fait, on se rend compte que
le digital concerne tout le monde, quelles que soient les industries, quels que soient les métiers. Donc, on ne peut pas y échapper, en fait. Complètement. On aime bien dire qu'il y a quelques années, on se disait, si tu ne sais pas parler anglais, tu ne pourras pas postuler à un emploi. En tout cas, ça va être plus compliqué. Aujourd'hui, la langue qu'il faut savoir parler, c'est vraiment la langue du numérique. Et on a l'impression, et surtout le paradoxe qu'on note souvent avec Jérôme sur le terrain, dans les universités particulièrement, que les digital natives, donc les jeunes qui sont nés avec Internet et qui ont un téléphone toute la journée à la main, savent complètement utiliser ces outils, puisqu'ils passent leur temps sur Snapchat, Instagram et autres. Mais en réalité, il y a une énorme différence entre savoir utiliser Internet pour des usages personnels par rapport à avoir une utilisation d'Internet pour des usages professionnels. Et c'est là-dessus qu'on veut leur faire prendre conscience qu'il y a un gros enjeu en fait, de formation. Et comme vous avez pu le voir, il y a des personnes qui travaillent avec ça, donc c'est vraiment le métier, donc c'est vraiment imprégné chez vous, mais il y a des personnes qui ont vu leur métier évoluer. Donc moi je pense par exemple à des restaurateurs, des boulangers, même des agriculteurs qui ont commencé leur métier sans numérique et qui ont dû s'adapter quelque part, parce que cette technologie est venue dans leur quotidien professionnel, voire même personnel. Et c'est là qu'on commence à voir des histoires qui sont vraiment sympas. Donc, par exemple, dans le cadre de mon métier, je forme des personnes à un nouveau métier. Donc, le digital va créer des métiers nouveaux qui sont des métiers entre guillemets geeks, mais pas que, parce que ça peut aussi créer des métiers hybrides. Donc, par exemple, dans le cadre de la formation, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans la formation, si vous êtes formateur, il y a de fortes chances que vous avez touché au digital, notamment pour le e-learning, c'est donc le fait d'enseigner ou d'accompagner à distance. Et les personnes que je forme donc, en tant que coach en apprentissage efficace utilisent régulièrement ces outils-là. Et donc on a créé un réseau d'environ 40 personnes aujourd'hui, de coachs apprendre à apprendre, qui sont éparpillés un peu partout. Donc, moi, je vis à Londres, mon associé qui est polonais vit en Pologne, et on se retrouve régulièrement en France pour des événements ou des séminaires qu'on organise. Mais entre-temps, on va bosser ensemble quand même régulièrement, tous les jours. Et c'est grâce justement à ces outils digitaux de travail collaboratif, de prise de rendez-vous, de prise de notes collectives, etc., que finalement on arrive à collaborer ensemble. Donc quelque part, les outils du digital, donc moi en tant qu'entrepreneur, c'est devenu vraiment un indispensable pour ma productivité. Et en tant que formateur, c'est devenu également un outil qui me permet de produire du contenu. Et derrière, ce que cela implique, c'est quelque part pas que des compétences techniques. Une petite histoire justement par rapport à ça. Dans mon équipe, donc j'ai aussi une femme, Marie-Brigitte, qui vit à Bordeaux et qui a 7 enfants. Ouais. Déjà, ça, c'est un sacré accomplissement. Elle a 7 enfants et du coup, elle a toujours été mère au foyer. Et il s'avère que là, elle s'est lancée et que grâce au digital, elle a appris justement à créer des ateliers en ligne, à accompagner des personnes en ligne. Et aujourd'hui, elle est devenue freelance. Elle travaille chez elle avec ses enfants également. Et à l'origine, par contre, voilà, elle n'était pas du tout geek. Mais c'est grâce à ces fameuses compétences qu'on appelle soft skills, sa capacité à s'adapter, sa capacité à apprendre, sa curiosité, sa ténacité également, parce que ce n'est pas évident, qu'elle a réussi à développer une activité. Et quand on pense à ces soft skills, c'est des compétences qui sont extrêmement importantes. Et de mon expérience chez Google, ça fait 9 ans maintenant que je suis chez Google, je le vois beaucoup au moment du recrutement. Notamment quand on recrute des salariés. Et moi, la première, je ne venais pas du tout du monde du digital et je n'avais aucune compétence technique avant d'arriver chez Google. Ce qu'on valorise essentiellement, c'est 3 qualités. C'est la capacité à avoir du leadership, la capacité à être analytique et le troisième, ce qu'on appelle la googliness. Et donc, c'est cette curiosité, la résilience qu'on observe chez les gens. Les gens qui ont des passions, c'est souvent quelque chose qu'on valorise beaucoup. La capacité d'adaptation. Et la bonne nouvelle, je trouve, par rapport à ces compétences-là, c'est que finalement, on est tous potentiellement égaux vis-à-vis de ces compétences-là. Et aussi, il est extrêmement important de s'entraîner. C'est-à-dire que de la même manière qu'on se dit j'ai envie d'apprendre à créer un site internet. Il existe aujourd'hui plein de plateformes en ligne pour m'expliquer comment je peux créer un site internet. Il existe des formations en présentiel aussi. Aujourd'hui, apprendre à s'adapter, apprendre à rebondir, apprendre de ses expériences, c'est des choses qui s'apprennent. Et c'est ce que fait Jérôme, notamment dans son accompagnement et de toutes les formations qu'il met en place. Apprendre à développer ces compétences-là.
Oui, des compétences qui sont hyper recherchées, que vous soyez indépendant ou salarié. Par exemple, j'ai coaché une entrepreneur qui, elle, m'a dit elle ne recrute plus sur CV. Elle ne prend plus de CV du tout. C'est-à-dire qu'elle, elle rencontre la personne, elle échange avec elle, elle voit si elle a un feeling avec cette personne-là, parce qu'en discutant avec elle, elle va réussir à se projeter, à voir si cette personne-là peut intégrer son équipe. Donc là, c'est un cas extrême. Je ne dis pas que, voilà, brûlez vos CV, vous n'en avez plus besoin, ce n'est pas ça mon discours. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est devenu indispensable et qu'on peut les travailler. Donc, par exemple, moi, je me suis créé donc, des routines, des habitudes pour développer ces compétences-là. Et justement, on va en parler parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important, même pour les entreprises et pas que pour les personnes, c'est cette capacité de rebondir, cette capacité à faire face à une erreur ou un échec. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'action, on va obtenir un résultat, mais des fois, ce n'est pas forcément le résultat qu'on veut. Donc, on a deux types de réactions possibles dans ces moments-là. Soit on se plaint et on dit, voilà, j'ai raté, je suis un raté, c'est foutu. Soit on se dit, ok, je continue, par contre, je vais faire différemment, je vais apprendre. Et ça, c'est une attitude que vous développez en tant que personne, mais que les entreprises également doivent adopter pour pouvoir, quelque part, évoluer et survivre. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Kodak, par exemple, qui, eux, avaient un avantage technologique. Donc, ils avaient développé la technique de la photo numérique, mais ils n'avaient pas développé cet esprit pionnier, cette envie de conquérir de nouveaux marchés, cette envie d'innover, qui ne sont pas des compétences techniques. Ce sont vraiment des états d'esprit qui reposent sur ce qu'on appelle justement des soft skills. Donc tout ça pour vous dire, donc mon message c'est vraiment ça, c'est de dire ok, c'est important d'avoir ces compétences qu'on appelle les hard skills, les compétences techniques, savoir créer un site internet, etc. C'est hyper important, mais ce n'est pas suffisant que vous soyez une personne ou que vous ayez créé votre propre entreprise. Il est important également de capitaliser sur ces différentes compétences et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose que Google fait très bien d'ailleurs. Merci beaucoup, mais en effet, ce que je me dis là-dessus, c'est qu'il y a tout un cheminement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment en avoir conscience de ces soft skills et de l'importance de ces soft skills depuis l'enfance. Comment faire en tant que parent pour inciter ses enfants à travers des activités périscolaires, à l'école aussi, à les développer. Comment faire en sorte d'être dans une démarche d'introspection et de se dire, en fait, cette activité que je viens de faire, elle m'a permis d'apprendre ça. Et ça, c'est quelque chose que je peux valoriser. Et souvent, on se rend compte sur le terrain, notamment quand on travaille avec une association qui s'appelle We Take Care, qui agit auprès des jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. On sait que 50% des jeunes de moins de 25 ans en France sont ni en emploi, ni en études. Et donc, ils vont aller auprès de ces jeunes-là pour justement leur faire prendre conscience qu'en fait, dans les nombreuses activités qu'ils ont pu faire dans leur vie, ils ont appris énormément de choses, toutes ces activités périscolaires où on a l'impression que c'est uniquement du loisir. Et donc, l'idée, c'est en permanence d'être dans une forme d'introspection pour se dire, mais qu'est-ce que j'ai appris et comment je peux le valoriser davantage auprès de mon futur employeur. Et ensuite, comme le disait Jérôme, comment faire en sorte, soit en tant que patron d'entreprise, soit en tant tout simplement qu'employé, de garder cet état d'esprit et de faire en sorte, quand on est dans une entreprise, d'entretenir cette culture de l'adaptabilité, d'entretenir cette volonté d'être curieux pour faire en sorte que les gens aient envie d'innover, trouvent des nouvelles idées. Et il y a deux choses que je trouve, voire trois choses que je trouve intéressantes chez Google dans la culture d'entreprise. La première, c'est la culture du test and learn. Donc c'est quelque chose qui est un peu une culture qui valorise le fait de tester, potentiellement d'échouer, de préférence d'échouer vite si on doit passer à autre chose, d'apprendre de ses erreurs et de rebondir. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très développé dans la culture française, qu'il est beaucoup plus dans la culture américaine. Je pense qu'on s'en inspire de plus en plus dans même le modèle d'éducation. Et c'est quelque chose qu'on met en place dans tous nos développements produits, ce qu'on appelle le test and learn. Donc en fait, quand on développe un nouveau produit, au début, on le lance auprès d'un petit groupe d'employés de Google qui vont tester le produit. Ça va permettre d'avoir très rapidement des feedbacks sur le produit, quelles fonctionnalités développer, comment les utilisateurs l'utilisent, d'apprendre vite pour évoluer. Ensuite, on le lance sur le marché, mais un petit nombre de gens en version alpha ou bêta.
Là encore, il faut se dire que pour une grosse boîte comme Google, pour certaines personnes, ça peut paraître bizarre de se dire en fait, sur mon Gmail, il y a des choses qui ne marchent pas, parce que vous pouvez être, sans le savoir, des bêta-testeurs de produits. Mais Google assume complètement cette idée-là en se disant je préfère le lancer, apprendre et vite m'améliorer, plutôt que de travailler pendant 1 an sur la nouvelle version et puis finalement, au bout d'1 an, me rendre compte que les usages ont évolué, parce qu'on sait que ça évolue très, 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 très vite. Et donc, du coup, cette logique-là est extrêmement importante. On a quelque chose aussi dans la culture de la boîte qui est que tous les trimestres, on essaie de valoriser ce qu'ils appellent le Courageous Penguin, qui est en fait la personne qui a pris un risque pour lancer un projet qui aurait raté. Et donc, l'idée, c'est justement de pousser les gens à prendre des risques et à raconter leur expérience ensuite, à dire en fait, je pensais faire ça. Ça s'est pas bien passé, mais j'ai appris ça, et potentiellement, ça va me servir dans d'autres expériences. Donc, c'est le test and learn. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, sur la culture de l'échec. Bah oui, parce que la culture de l'échec, c'est tout un sujet. Hein. On aurait pu faire une conférence de 2 heures là-dessus. Il y aurait énormément de choses à dire. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que vous ne savez pas encore, mais je suis un champion d'échecs, mais pas du jeu des échecs, un champion des échecs. Donc j'en ai accumulé un paquet, mais c'est ce qui m'a permis de beaucoup apprendre. Et justement, en gardant à l'esprit en fait une citation qui est devenue une sorte de mantra pour moi, qui est une citation de Nelson Mandela, qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, si vous voulez mettre ça en pratique et que vous voulez développer cette capacité de résilience, cette capacité de rebond, qui est une soft skill hyper importante, quel que soit votre métier ou même dans votre vie personnelle, voilà une petite astuce que moi j'ai mis en place il y a déjà quelques années maintenant et que je vous invite à tester pendant 7 jours. Donc là, je vais faire le médecin, je vais faire votre petite prescription. Voilà, je prescris pendant 7 jours cette petite activité qui est toute simple, qui consiste à, tous les soirs, avant de vous coucher, vous allez écrire dans un carnet un enseignement du jour. Et c'est encore mieux si c'est issu d'une erreur. Donc tous les soirs, pendant 7 jours, vous écrivez ça et vous allez voir que vous allez pouvoir apprendre par vous-même, par vos propres expériences. Donc vous allez développer votre côté autodidacte, votre capacité à apprendre par vous-même, et ce qui est hyper important pour développer votre autonomie, votre capacité d'adaptabilité et surtout votre résilience, c'est-à-dire l'échec ou l'erreur ne vous arrête pas. C'est à chaque fois un support pour progresser. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient tester ça au moins sur 7 jours-là? Yes. Merci. C'est le type de conseil que Jérôme délivre du coup dans les formations en université. Le deuxième point qui est important, donc la culture de l'échec, le test and learn, le deuxième point qui est très important chez Google, c'est la culture de la transparence et de l'échange. Se dire que finalement, c'est en échangeant, en discutant avec un maximum de personnes et en étant complètement transparent sur voilà les sujets sur lesquels je travaille, voilà quels sont mes objectifs, voilà où j'en suis, voilà les difficultés auxquelles j'ai à faire, qu'on va avoir des retours d'expérience d'autres gens qui vont nous permettre de grandir et d'avancer. Par rapport à cette culture de la transparence, il y a un rituel chez Google tous les vendredis. Les fondateurs, donc Google va bientôt avoir 20 ans, donc ils sont là depuis 20 ans. Ils étaient étudiants quand ils ont monté Google dans un garage de la Silicon Valley. Et tous les vendredis, ils organisent ce qu'ils appellent un TGIF, donc Thanks God It's Friday. Et l'idée, c'est de se réunir tous ensemble. Donc évidemment, pour les gens qui ne sont pas à San Francisco, c'est rediffusé en ligne. Et l'idée, c'est un moment où les fondateurs redonnent leur vision, partagent les dernières innovations, font témoigner d'autres personnes de l'entreprise. Et c'est surtout un moment où il y a des questions-réponses en live qui sont souvent très transparentes et même parfois pour quelqu'un qui vient d'une entreprise française où on est plutôt, on va dire, on n'ose pas trop, plutôt consensuel envers nos dirigeants. Là, il peut y avoir vraiment des questions qui sont très directes, voire des critiques. Et en fait, les fondateurs sont vraiment dans une posture d'écoute et sont prêts à réagir. Et c'est assez sain comme forum. Et pareil, dans cette logique de transparence, l'idée de se dire qu'en permanence, chez Google, on est évalué par tout le monde, c'est-à-dire pas seulement par ses managers, mais aussi par les personnes qu'on manage et par ses pairs. Donc il y a à la fois un système de questionnaire anonyme qui est mis en place régulièrement, tous les 6 mois,
Et aussi, l'idée, c'est qu'on a invité à en discuter de manière ouverte en disant qu'est-ce que je fais bien, où est-ce que je pourrais m'améliorer, et sur des items aussi variés que est-ce que tu te sens bien au travail, est-ce que ta mission est intéressante, est-ce que tu as l'impression que la vision est claire et tu sais où est-ce qu'on va. Et donc, cette évaluation permanente permet en fait de se remettre en question en permanence et de jamais s'arrêter et se reposer sur ses acquis. Et je pense que cette manière de voir les choses est super importante dans le monde d'aujourd'hui qui bouge tellement vite que finalement, moi j'ai l'impression presque maintenant depuis tous les 6 mois de ne pas faire le même métier. Et donc cette importance de toujours se remettre en question et d'apprendre. Ouais, et ce qui est super intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est super facile à mettre ça en place. C'est vrai que moi, je n'ai pas pensé à faire ça. Je me rappelle, j'avais fait quelques webinaires avec mon équipe pour présenter un petit peu là où on est, mais pas avec régularité. Et je pense que c'est hyper important de le faire quelque part. Donc du coup, je vais mettre en place. Je pense que ça va vraiment embarquer l'équipe dans l'aventure. On aura l'impression qu'on peut vraiment prendre part à l'aventure et qu'on n'est pas dans une dynamique descendante où je dis vous faites. Et c'est vraiment un échange. On est une équipe, on est dans le même bateau et je trouve ça super en termes de motivation. Et accepter la critique, c'est vrai qu'en France, enfin, je ne sais pas si c'est en France, mais c'est vrai que c'est jamais très agréable d'entendre des choses négatives. Mais déjà, le fait de libérer la parole, c'est assez sain. Et rien que souvent, on dit il y a déjà 50% du boulot qui est fait, le fait que les gens aient pu exprimer leur frustration. Et tout simplement, écouter, ça peut que être positif. Parce que souvent, dans toute frustration, il y a une bonne raison derrière. Et donc, l'idée d'être vraiment dans cette posture-là. Et le dernier point, toujours dans cette culture-là que je trouve intéressante chez Google à partager avec vous aujourd'hui, c'est la gestion du temps. Parce que Jérôme insiste beaucoup sur aussi la curiosité, pouvoir se nourrir ailleurs. En fait, c'est aussi comme ça qu'on vient nourrir ses compétences comportementales. Mais on n'a pas toujours le temps parce qu'on travaille potentiellement beaucoup, on a potentiellement des enfants en plus, on a des activités en dehors, on a des amis, enfin bref, on a beaucoup de choses qui font que c'est un peu compliqué de trouver du temps. Et or, on pense que c'est en ayant un peu de temps et en sortant de son quotidien qu'on trouve, en cassant des routines, qu'on peut trouver les meilleures idées. Et donc, chez Google, depuis le tout début de Google, ils ont inventé le concept du 20%, qui permet à n'importe quel employé de travailler pendant 20% un jour par semaine sur un projet qui n'est pas forcément un projet lié directement à ses propres objectifs, mais qui doit quand même servir un objectif de la boîte. Donc, c'est pas j'ai envie de faire 20% de mon temps pour faire des cours de danse. Mais en fait, ça permet beaucoup de choses, et notamment, il y a beaucoup d'innovations produits qui sont nées de ça. Google Images est né de ça, Gmail est né de ça. En France, il y a 3 ans maintenant, il y a 2 ingénieurs qui étaient au bureau de Paris qui avaient envie de travailler sur Google Art and Culture, qui est en fait un produit qu'on a chez Google qui met à disposition du monde entier les œuvres d'art qui existent dans le monde en les scannant et en les mettant en ligne sur une plateforme. Et ces 2 ingénieurs se disaient on a vraiment envie de travailler là-dessus, et notamment ils réfléchissaient à la réalité virtuelle. Et à l'époque, ça coûtait très cher les casques de réalité virtuelle, et ils se disaient est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de démocratiser l'accès à la réalité virtuelle. Et en fait, avec un carton de boîte de pizza, donc c'est un peu simplifié parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais ils ont inventé un cardboard qui est une espèce de boîte en carton où on met des lentilles qui permettent ensuite, en insérant son téléphone, d'avoir des expériences de réalité virtuelle qui sont du coup rendues accessibles à tous. Donc cette idée de 20%, en tout cas de pousser ses salariés à d'un coup prendre du temps pour faire autre chose, rencontrer d'autres gens, respirer, je pense que c'est extrêmement important si on veut continuer à nourrir ses compétences comportementales. Oui, et par rapport à ce que tu as dit, il y a une pratique que vous pouvez mettre en place également si ça vous intéresse de progresser dans ces compétences-là. Il y a un truc que j'ai fait, justement, j'ai contacté 5-7 personnes en leur posant 2 questions. 2 questions toutes simples pour mieux comprendre justement quelles sont mes compétences, parce que c'est vrai que même en faisant une introspection, c'est pas forcément évident d'identifier nos forces quelque part. Et mes 2 questions sont pourquoi tu penses que en quoi tu penses que je suis vraiment compétent par rapport à d'autres? Et la deuxième question, c'est pourquoi tu aimes travailler avec moi?
Et rien qu'avec ces 2 questions, vous allez avoir des retours que vous ne soupçonnez pas en fait, parce que ce n'est pas votre point de vue, c'est le point de vue des autres. Donc c'est hyper enrichissant. Et justement, ça rentre dans cette dimension de feedback, de connaissance de soi, parce que c'est en mieux vous connaissant, en identifiant vos forces et comment vous fonctionnez, que vous allez prendre les meilleures décisions pour mieux travailler, mieux apprendre, mieux vous organiser et du coup être plus performant. J'aime bien demander en entretien, quand je vois quelqu'un, et si je demandais à ton manager actuel ou ton ancien manager ce qu'il pense de toi, positif, négatif, et si je demandais à une amie ce qu'elle pense de toi. Et souvent, le point de vue de l'amie, ce que la personne va me raconter, va énormément m'apprendre sur la personne. Si elle me dit, je suis plutôt quelqu'un, elle apprécie que je sois quelqu'un qui organise plein de choses. Généralement, je suis très force de proposition. Ou je peux... donc, souvent, ce point de vue-là va beaucoup m'apprendre et va me donner des billes sur la personnalité du candidat que j'ai en face. Et par rapport à tout ce que tu dis sur le fait de dégager du temps pour développer la créativité, parce que c'est quand les idées viennent de l'extérieur que vous pouvez vraiment faire de l'innovation à l'intérieur, cette notion de bêta-test où je vais oser prendre des risques, faire des erreurs pour pouvoir apprendre, cette dimension de faire des feedbacks et d'oser se prendre des critiques pour progresser, tout ça quelque part rentre dans une dynamique d'adaptabilité, c'est-à-dire que je vais évoluer pour m'adapter à un objectif, à un nouvel environnement, à d'autres contraintes, et aussi à cette capacité d'apprendre. Tout à l'heure, je parlais justement de cette capacité d'apprendre par soi-même avec ce petit réflexe. Je vous ai vu, vous êtes engagé à faire ça sur 7 jours. Vous allez voir, ça va muscler votre capacité à apprendre. Et si vous développez cette capacité d'apprentissage, justement, par rapport à cette curiosité, par rapport à cette remise en question, se poser des questions, et en osant tester ce que vous apprenez avec cet esprit bêta-test, alors vous allez vraiment monter en compétences et du coup devenir meilleur dans ce que vous faites, quel que soit votre métier. Et ça, c'est valable pas uniquement dans le digital, c'est valable dans toutes les situations. Donc pour moi, vraiment, si on devait vraiment résumer très rapidement et être hyper simpliste sur les compétences à développer dans un monde digitalisé, ce serait vraiment cette capacité d'adaptation, cette adaptabilité qui repose à la fois sur votre capacité de rebond, sur votre envie d'évoluer, sur votre curiosité, et aussi cette capacité à apprendre, à apprendre, à apprendre. Parce qu'on ne nous a pas appris à apprendre en fait. On nous a enseigné des trucs, mais on ne nous a pas dit comment votre cerveau fonctionne. Qu'en fait, oui, c'est vrai qu'avec les émotions, les images et les couleurs, on apprend mieux que quand c'est tout noir. Bref, il y a plein d'astuces comme ça que vous pouvez mettre en place pour apprendre plus facilement, que ce soit des connaissances ou des compétences. Et du coup, pour conclure et rebondir sur ce dernier point, la première chose, c'est de se dire en effet que ces compétences-là, elles sont clés. Aujourd'hui, toutes les études le montrent, et notamment, je parlais d'intelligence artificielle et d'automatisation des emplois. Aujourd'hui, quand on regarde les compétences qui vont être clés dans le monde de demain, c'est pas des compétences, toutes les compétences manuelles, basiques, répétitives risquent d'être remplacées. Et les compétences qui vont le plus évoluer, c'est les compétences qui font de vous justement qu'un robot ne pourra jamais vous remplacer. Et ces compétences-là, c'est la créativité, c'est l'empathie, c'est la communication. Et c'est des choses qu'il faut vraiment entretenir et beaucoup plus valoriser. Et c'est ce à quoi on s'attache sur le terrain en permanence. Du coup, depuis 6 ans, on fait ça. On s'est rendu compte que pour aller plus loin, il fallait qu'on ouvre des lieux physiques. Donc on en a ouvert un pas si loin d'ici, à Rennes. On va en ouvrir 4 autres partout en France. Et pour vraiment sensibiliser à toutes ces problématiques. À la fois les problématiques de « je suis un boulanger aujourd'hui, j'ai des outils qui me permettent d'être visible sur Internet parce que les Français font des recherches sur Internet » à je suis un étudiant, je voudrais montrer un projet, mais je ne sais pas quelles sont mes compétences, quels sont les outils que je peux utiliser pour le faire, et donc sensibiliser à tout ça. Et du coup, pour terminer, je voudrais juste partager une histoire, parce que c'est une personne qui s'appelle Loubna. Donc, on a formé 230 000 personnes en France, et parmi ces 230 000 personnes, on a rencontré des gens incroyables, dont cette personne que je vais vous présenter là, qui s'appelle Loubna, qui a monté une start-up de livraison de plats en fait, qui sont faits par des mamas qui viennent des 4 coins du monde, des réfugiés, des femmes issues de banlieues, et on les forme justement pour leur apprendre à utiliser les outils numériques, les calendriers pour s'organiser, les emails, et pour leur apprendre à être visibles et à avoir plus de commandes. Et donc
c'est une start-up qui marche maintenant très bien. Et donc, je vous montre juste cette histoire pour terminer. Quand mes enfants ont quitté la maison, j'ai voulu retravailler. Mais c'est très difficile de trouver un emploi quand on s'est arrêté pendant longtemps. Je m'appelle Loubna. Des femmes comme Soraya, il y en a plein en France, des milliers. Ce sont des cuisinières hors pair, elles ont de l'or entre les mains, mais elles n'arrivent pas à en faire leur métier. C'est pour ça qu'avec mes amis Donia et Youssef, nous avons créé Meet My Mama. On propose pour les événements d'entreprise une cuisine maison, faite par des mamas des 4 coins du monde. Mais il fallait se faire connaître. Alors, grâce aux outils et aux formations de Google, on a tout appris en ligne gratuitement. On a créé notre site et on a pu travailler tous ensemble en dépassant les barrières de la langue. Aujourd'hui, on fête notre 300e événement d'entreprise et on ne va pas s'arrêter là. Meet My Mama fait déjà travailler 30 femmes et notre ambition, c'est de nous développer partout en France. Je m'appelle Loubna et avec Meet My Mama, nous voulons donner aux femmes le pouvoir de vivre de leur talent.